Donc, on vous souhaite la bienvenue. Merci d'être présent à ce webinaire du RISIC. On est toujours ravis de vous voir en si grand nombre. Pour le moment, on est une quinzaine de personnes avec des gens qui se joignent à nous constamment. Donc, mon nom, c'est Catherine Ledoux, je suis coordonnatrice du RISIC, puis je suis accompagnée aujourd'hui de Mme Josée Côté, qui est co-directrice du RISIC et professeure titulaire en sciences infirmières à l'Université de Montréal, ainsi que chercheur au Centre de recherche du CHUM. Avant de vous présenter les conférenciers, on voulait simplement vous préciser que lors des webinaires, on vous encourage à utiliser la fonction questions-réponses au bas de votre écran. Comme on est plusieurs à participer, on préconise cette façon de fonctionner pour ensuite passer à une période de questions à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vous présente le webinaire d'aujourd'hui qui a pour titre « Co-création et mise en œuvre d'un programme multimodal de préadaptation en oncologie pour les patients et leurs proches ». Elle nous est présentée par trois conférenciers, dont Isabelle Doré, qui est épidémiologiste, professeure agrégée à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique et à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, ainsi que chercheure régulière au Centre de recherche du CHUM. Ces recherches portent notamment sur l'activité physique comme stratégie de promotion de la santé mentale et prévention des troubles mentaux courants et qui visent à identifier les modalités optimales de l'activité physique pour maximiser les bienfaits sur la santé mentale. Elle s'intéresse aux mécanismes d'action, principalement sociaux, susceptibles d'expliquer de quelle manière l'activité physique agit sur la santé mentale à partir de données d'études longitudinales observationnelles. Ces travaux visent également à développer, implanter et évaluer à la mise en œuvre des programmes innovants d'activité physique, notamment en préadaptation, à l'aide d'études interventionnelles pragmatiques pour les patients atteints de cancer et leurs proches aidants. Ensuite, nous avons Alexia Piché, qui est kinésiologue et étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique au sein de l'équipe de Dr. Isabelle Doré. Pardon. Son projet de doctorat consiste à évaluer et documenter la mise en œuvre de coactifs dans 3 centres hospitaliers du Québec. Ses intérêts de recherche portent principalement sur le développement de programmes d'activité physique qui favorisent la santé physique et mentale, ainsi que l'adaptation de saines habitudes de vie pour les patients adultes en oncologie. Et enfin, nous avons Corentin Monciel, qui est psychologue communautaire, professeur associé au département de psychologie à l'UQAM et chercheur postdoctoral au Centre de recherche du CHUM. Il s'intéresse à l'expérience humaine de la santé et de la maladie et œuvre à promouvoir la santé des populations par le développement et l'adaptation de services qui répondent à leurs besoins. Donc, sans plus tarder, on commence la présentation. Merci beaucoup. Merci Catherine pour la présentation. Merci aussi au RISIC à la fois pour l'invitation puis au soutien aussi parce que ce projet-là est en partie soutenu financièrement par le RISIC. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi, mais aussi d'être accompagnée d'Alexia et de Corentin qui travaillent très fort au déploiement de ce projet-là. Donc, c'est un plaisir de venir vous présenter Coactif et on est en pleine implantation et réalisation du projet. Donc, c'est vraiment un moment opportun pour vous présenter la démarche, mais aussi vous présenter quelques informations là, sur le projet qui est en cours actuellement. Donc, Catherine l'a bien dit dans le titre, je pense que ça dit tout. Ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est Coactif. C'est le processus qui nous a mené à la création de Coactif parce qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de motivation à développer des programmes, mais on s'est rendu compte que la passation à travers des projets pilotes était essentielle pour savoir ce qui pouvait potentiellement être fait. Donc, il y a tout un processus de co-construction, de co-développement qui a mené au développement de Coactif et on est actuellement, comme je le disais, dans sa phase de déploiement et d'évaluation. Donc, les objectifs rapidement du webinaire, c'est de situer un peu ce que c'est la préadaptation multimodale en oncologie. Certains d'entre vous êtes peut-être familiers avec ces notions-là, alors que c'est peut-être nouveau pour d'autres. Donc, on va parler de manière plus globale de la préadaptation en oncologie et des modalités spécifiques de l'intervention coactive. On va aussi vous partager le processus de co-création de l'intervention coactive et de son adaptation pour les hommes issus de la diversité. Donc, il y a un projet qui est actuellement mené par Corentin au sein de notre équipe. On va vous parler de l'étude qui est en cours, qui vise à évaluer la mise en œuvre de coactifs, mais aussi ses effets sur la santé des patients, à l'aide de différents cadres conceptuels sur lesquels Alexia pourra revenir. Et on va discuter des retombées actuelles, mais aussi des retombées potentielles de coactifs, parce que c'est vraiment un projet qui actuellement est déployé dans 3 centres hospitaliers à travers le Québec, mais pour lequel on vise une mise à l'échelle beaucoup plus large pour l'ensemble du Québec éventuellement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par quelques éléments de contexte.
Donc, tout d'abord, vous le savez fort probablement, le cancer est associé à un fardeau important au niveau de la population canadienne. Donc, selon les plus récentes là, données de la Société canadienne du cancer, il y aurait eu un petit recul en termes de prévalence du cancer. On était à un individu sur trois auparavant et on est à 2 individus sur 5 qui sont susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer au cours de leur vie. C'est une portion importante de la population qui mérite donc qu'on s'y intéresse de manière assez ciblée. On sait aussi que le cancer, à la fois la maladie, mais les traitements, entraînent de nombreux impacts sur la santé des patients, mais aussi des proches aidants, et on va revenir plus spécifiquement sur les proches aidants. Donc, on ne détaillera pas tous les nombreux impacts de la maladie parce que je crois que la plupart d'entre vous êtes au courant, mais ce qui est peut-être important de souligner, c'est que le cancer et ses traitements entraînent des effets importants et notables tant sur la santé physique que sur la santé psychologique et sur la santé sociale, et ce, des patients et des proches aidants. La bonne nouvelle, c'est que l'activité physique tout au long du parcours du cancer est associée à des bénéfices très importants. Ceci étant, les bénéfices vont varier en fonction du moment ou du lieu où on se retrouve dans le parcours du cancer. Donc, dans notre équipe, on s'intéresse plus spécifiquement à la phase de pré-traitement dans le continuum du cancer, où on vise vraiment à optimiser la santé physique et psychologique des patients. Donc, l'activité physique entraîne de nombreux bénéfices et ici, on a essayé de vous représenter de manière schématisée le niveau de preuve qui existe actuellement dans la littérature en ce qui a trait les bienfaits de l'activité physique dans un contexte de cancer. Donc, on considère que les preuves sont solides et concluantes en ce qui a trait les bienfaits de l'activité physique pour réduire les symptômes anxieux et dépressifs, réduire la fatigue qui est associée à la fois à la maladie, mais aussi au diagnostic, améliorer la qualité de vie, améliorer le fonctionnement physique et favoriser une meilleure gestion du lymphodème. On considère que les preuves sont modérées dans la littérature scientifique en ce qui a trait à la santé osseuse et le sommeil. Donc, ce que ça suggère, c'est qu'il y a de plus en plus de données probantes qui suggèrent des bienfaits de l'activité physique sur la santé osseuse et le sommeil. Par ailleurs, la plupart des études sont souvent sur des cancers ciblés. Donc, on pense notamment au cancer du sein et au cancer de la prostate pour lesquels on a beaucoup plus d'évidence scientifique. Donc, avant qu'on puisse les faire migrer dans la colonne de gauche vers les preuves solides, ça va nous prendre davantage d'études auprès de populations davantage variées. C'est un petit peu la même chose. On considère que les preuves sont non concluantes en ce qui a trait les bienfaits de l'activité physique pour la fonction cognitive, la cardiotoxicité qui est associée notamment au traitement contre le cancer, le risque de chute, nausées, douleurs et les neuropathies périphériques. Ceci étant, la majorité des études pour ces effets secondaires liés à la maladie ou au traitement suggèrent qu'il y aurait des bénéfices de l'activité physique sur ces différents indicateurs, mais les preuves sont vraiment insuffisantes à ce jour pour conclure vraiment à des bienfaits de l'activité physique pour spécifiquement ces symptômes. Donc, on sait aussi que l'activité physique entraîne de nombreux bénéfices sur le risque de récidive de cancer. Ça s'explique de différentes manières, mais notamment par le fait que les individus qui reçoivent des traitements contre le cancer, parmi ceux qui sont actifs, ils ont davantage de facilité à tolérer les traitements, ils ressentent moins d'effets secondaires, ce qui leur permet d'être beaucoup plus observants quant à leur traitement, d'aller jusqu'au bout de la chimiothérapie, de récupérer plus rapidement des chirurgies, ce qui a pour effet de favoriser la récupération, mais diminuer le risque de récidive de cancer par la suite. L'activité physique serait associée à une réduction du risque de mortalité par cancer, mais également du risque de mortalité toutes causes confondues. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'activité est efficace. La mauvaise nouvelle, c'est que les individus qui reçoivent un diagnostic de cancer sont très peu actifs. Donc, ce que nous disent les données probantes actuelles, c'est qu'environ 10% des individus qui sont durant leur traitement contre le cancer sont physiquement actifs selon les recommandations canadienne, mais les recommandations internationales également, la Société canadienne de physiologie de l'exercice et de l'American College of Sports Medicine. Donc, on recommande pour les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer exactement les mêmes doses d'activité physique que la population générale, mais à des intensités un petit peu plus faibles. Donc, la recommandation, c'est de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine pour les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Donc, il y aurait 10% des gens qui atteindraient ces recommandations-là pendant les traitements ou qui seraient physiquement actives et de 20 à 30 qu'on dit actives après les traitements. Si on regarde spécifiquement l'atteinte des recommandations, ça varie énormément d'une étude à l'autre, mais ça se chiffrerait à environ 17 à 43 lorsqu'on prend l'ensemble des personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer, peu importe où elles se trouvent dans le continuum de soins.
Donc, comme je vous ai dit, l'activité physique est bénéfique tout au long du continuum du cancer. Ceci étant, plus elle est intégrée tôt dans le parcours du cancer, plus ses bienfaits sont importants. Bien évidemment, dans une phase de pré-diagnostic, on est dans une perspective de prévention du cancer. Donc, on le sait que pour la population générale, bouger, c'est associé à plusieurs bénéfices pour la santé physique et psychologique. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que l'activité physique permet de prévenir le cancer, donc est associé à une réduction du risque de développer un cancer. Mais lorsque le cancer est présent, lorsqu'on a un diagnostic, la phase de pré-traitement qui se situe entre le diagnostic et le début des traitements est vraiment une période clé pour intervenir, notamment parce que ça entraîne plusieurs bénéfices, mais aussi parce que c'est une période qui est très favorable à l'apprentissage et au changement des habitudes de vie. Et on va y revenir à l'instant, mais avant, on va vous parler un petit peu plus spécifiquement des données probantes en ce qui a trait la participation à un programme de préadaptation et sans programme de préadaptation. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un graphique qui a été élaboré dans un article de Minella, qui était à l'époque un étudiant ou un stagiaire postdoctoral dans l'équipe de Franco Carli, que certains d'entre vous connaissez peut-être, qui est probablement le père, si je peux me permettre, là, de la préadaptation au monde. C'est un chercheur qui est un chirurgien, en fait, anesthésiste, qui est un anesthésiste à McGill, donc au CUSUM, et qui est professeur au département d'anesthésiologie de l'Université McGill, qui est vraiment un précurseur dans le développement des programmes de préadaptation. Et ce graphique veut vraiment représenter de manière simple, mais très probante et très claire, à quel point la préadaptation permet vraiment d'optimiser la santé à la fois physique et psychologique des patients avant les traitements contre le cancer, donc spécifiquement avant la chirurgie, ce qui permet de minimiser le déclin qui est un peu inévitable dans le cadre de la chirurgie et de favoriser une récupération plus rapide, mais aussi plus optimale dans la phase post-traitement, ce qui va permettre aux gens de retrouver un niveau minimal là, de capacité fonctionnelle plus vite, mais aussi un niveau qui est davantage optimal par la suite. Donc, je l'ai mentionné, le diagnostic de cancer, on sait que c'est une période qui est très favorable aux nouveaux apprentissages et c'est quelque chose qui est bien documenté dans la littérature. Pouvoir agir sur ses habitudes de vie, c'est une façon pour les individus de prendre un certain contrôle sur leur santé. Donc, suite au diagnostic de cancer, ce que la littérature démontre, c'est que les individus ont souvent peu de contrôle sur les traitements qui vont s'en venir. Ceci étant, ils ont des contrôles sur les habitudes de vie qu'ils peuvent maintenir, adopter ou modifier, pardon, dans le cadre du cancer. C'est donc vraiment une opportunité de les informer, de les sensibiliser, mais au-delà de l'éducation, de les outiller pour qu'ils soient à même de comprendre ces saines habitudes de vie-là, de les adopter, mais de les maintenir à plus long terme. Donc ici, vous voyez des pictogrammes dont on va reparler parce que ce sont les pictogrammes qu'on utilise dans le coactif et sur lesquels sont basées nos interventions d'éducation, justement, en promotion des saines habitudes de vie. Je vous ai parlé au tout début des proches aidants. On travaille en étroite collaboration avec Sylvie Lambert, qui fait partie du RISIC et qui est professeure à l'Université McGill, et avec qui on collabore depuis quelques années et qui a vraiment développé une expertise assez unique en ce qui a trait les proches aidants et leur rôle bien spécifique dans le continuum de soins en cancer. Donc, nos contacts avec Sylvie, nos nombreux échanges nous ont assez rapidement convaincus que Coactif était une opportunité unique de développer une intervention innovante de préadaptation, mais pour la première fois à notre connaissance au monde, de développer une intervention de préadaptation qui s'adresserait non seulement aux patients, mais également aux proches aidants d'une personne qui a reçu un diagnostic de cancer. Donc, l'idée d'intégrer les proches aidants nous vient des évidences scientifiques, notamment en ce qui a trait leur rôle essentiel de soutien. Donc, on sait que les proches aidants jouent un rôle clé dans le continuum de soins du cancer, notamment pour tout le soutien qu'ils vont apporter à leurs proches en ce qui a trait le maintien des tâches, par exemple, à la maison, mais aussi pour tout ce qui a trait les rendez-vous. Si vous avez déjà eu un proche qui a reçu un diagnostic de cancer, tout le stress ou l'anxiété qui est associé fait souvent en sorte que d'être accompagné dans ces rendez-vous-là devient essentiel pour s'assurer de ne pas perdre des informations. Donc, face au rôle essentiel de soutien des proches aidants, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le diagnostic de cancer et les traitements contre le cancer devenaient aussi un enjeu pour leur propre santé, et ce pour diverses raisons. À la fois pour leur santé physique, mais aussi pour leur santé psychologique, parce que
Plusieurs d'entre eux n'ont pas nécessairement un réseau qui soit suffisamment soutenant. Parfois, le réseau s'effrite ou ils se distancient de leur réseau de par leur fonction de soutien de leur proche qui est en phase de traitement contre le cancer ou qui vient de recevoir un diagnostic. Donc, le cancer de leur proche devient un enjeu de santé pour leur propre santé et qu'il faut vraiment intervenir pour s'assurer de justement les soutenir à maintenir leur propre santé pour eux être bien, mais également pour maintenir leur rôle de soutien auprès de leurs proches. Donc, toutes ces évidences-là nous ont amené à développer une première itération d'un programme de préadaptation en oncologie qu'on a déployé au CHUM en 2020-2021 et qui était le projet de maîtrise d'Alexia. Donc, dans le cadre de ce projet-là qu'on appelait à l'époque e-actif, on a développé un programme et je ne vous en parlerai pas énormément parce que coactif, il ressemble beaucoup. On a simplement voulu améliorer les éléments qui pouvaient être bonifiés dans e-actif pour développer coactif. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a développé ce programme-là, projet pilote, auprès de 25 patients au CHUM et on a mesuré à la fois la mise en œuvre et les effets sur la santé des patients pour justement voir s'il y avait une efficacité de ce type de programme-là. La réponse, ça a été oui, donc ça nous a permis de développer Coactif par la suite. Donc, je passe très rapidement sur quelques résultats qui nous viennent de l'étude pilote e-actif auprès de 25 patients au CHUM spécifiquement. Ce que vous voyez ici, ce sont des indicateurs de faisabilité, d'acceptabilité et fidélité. Je porterai peut-être davantage votre attention sur les indicateurs de faisabilité. Donc, ce que vous avez en rouge, c'est ce qui était un peu moins favorable. Et je vous dirais, je vous vole un punch, là, mais pour Coactif, ça demeure un enjeu, même si on a voulu développer de meilleures stratégies. Donc, d'avoir des références de participants éligibles au programme de préadaptation, même si celui-ci est très inclusif, et on va y revenir quand on va vous parler de Coactif, on accepte tout type de cancer, mais ils doivent être pré-chirurgie et on doit avoir le temps d'intervenir. Donc, le très grand problème, c'est de rejoindre nos professionnels de la santé, mais surtout les bons professionnels de la santé qui interviennent auprès des patients dès le diagnostic pour qu'ils puissent nous faire une référence. Donc, ce qu'on s'est aperçu dans e-actif, c'est que souvent, on recevait des références la veille de la chirurgie, ce qui évidemment ne nous donnait pas le temps d'intervenir. Par ailleurs, nos taux de recrutement, nos taux de présence aux séances, le nombre de séances participées ont été vraiment des éléments très favorables. Donc, Alexia est particulièrement persuasive. Vous pouvez le voir, elle a réussi à avoir un taux de participation là, de recrutement à son projet de 93 ce qui est assez exceptionnel pour une étude d'intervention. Et les participants ont été présents environ 70 des séances qui étaient possibles là, avant leur chirurgie. En ce qui a trait à l'acceptabilité, je ne rentrerai pas en détail dans les résultats, mais comme vous pouvez le voir, la première itération de cette intervention e-actif a vraiment bénéficié d'une très grande acceptabilité au niveau des participants. Elle était perçue comme utile. Tous se sont sentis en sécurité dans le cadre de l'intervention et tous avaient l'intention de maintenir une pratique d'activité physique. Ici, c'est un petit peu petit, mais simplement ce qu'on voulait vous dire, c'est que dans le cadre de l'étude pilote, on a vraiment voulu documenter des indicateurs de santé aussi chez les patients. Donc, on a évalué avec des tests en kinésiologie leur capacité physique et on a vraiment comparé les tests en pré et en post. Puis je laisserai peut-être Alexia là, vous en parler tout à l'heure quand elle va parler de coactif. Mais là, le bonheur de faire les évaluations post-intervention et de constater la très grande amélioration des participants lors de cette évaluation-là. Donc, une amélioration importante aux différents tests de capacité physique. On a observé des diminutions au niveau du niveau de stress, des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs. Dans le cadre de l'étude e-actif, cette diminution-là n'était pas statistiquement significative dans nos modèles. C'était un tout petit échantillon qu'on avait, mais les résultats nous suggéraient quand même une réduction favorable de ces symptômes-là, donc nous encourageaient à maintenir ce qu'on avait développé dans e-actif, mais potentiellement à bonifier nos stratégies de soutien au niveau du bien-être également. Et enfin, ce qu'on a vu, c'est une augmentation importante du volume d'activité physique d'intensité modérée sans modification du niveau d'activité physique d'intensité vigoureuse et d'intensité faible, ce qui est vraiment très intéressant parce que ça veut dire que ceux qui faisaient déjà de l'activité d'intensité faible ont réussi à le maintenir et nous, avec l'intervention, on a vraiment pu augmenter ce niveau d'activité physique modéré, ce qui était vraiment l'objectif et la cible de notre intervention avec e-actif. Donc, nos différentes conclusions et apprentissages d'e-actif, puis encore une fois, on va vous en reparler dans le contexte de coactif parce qu'on s'est basé sur ces conclusions pour développer coactif. Donc, on a identifié des kinésiologues spécialisés en activité physique et cancer. Donc, on a la chance au CHUM d'avoir une très belle expertise par les kinésiologues de la Fondation Virage avec qui on travaille
étroitement depuis notre équipe depuis 5 ou 6 ans, mais eux développent ces programmes-là depuis une dizaine d'années. On s'est rendu compte de l'importance d'identifier des champions et de s'allier avec ces champions-là, que ce soit des médecins, des oncologues, des infirmières qui puissent nous référer des patients dès le diagnostic de cancer. Et aussi l'importance de clarifier nos critères de référencement et d'avoir l'appui de la direction du centre d'oncologie. C'était vraiment des éléments qui nous sont apparus essentiels pour nous assurer justement de parvenir à créer des couloirs ou des corridors de référencement vers nos programmes. Donc, le processus qui nous a amené de e-actif à coactif est, à mon avis, particulièrement intéressant. Donc, on a eu un financement du programme Inventé, donc en innovation sociale de l'Université de Montréal, pour essayer, suite à e-actif, de repenser e-actif pour l'amener à un autre niveau et développer une intervention qui soit, encore une fois, basée sur des données probantes, mais qui puisse vraiment répondre aux besoins spécifiques de la population. Donc, on a créé, la première chose qui a été, ça a été de créer un comité de co-création dans lequel, vous voyez, on avait 6 patients partenaires et un proche aidant partenaire. Donc, ils représentaient pratiquement la moitié de l'équipe. Et je vous dirais que dans nos rencontres, ils représentaient à peu près 70 des individus qui étaient présents autour de la table. Ça leur a donné un poids unique et un poids excessivement important parce que c'est des personnes qui avaient pour la plupart participé à e-actif, qui ont vraiment pu nous souligner les forces, les faiblesses, les améliorations. On avait évidemment des experts, des professionnels de la santé. On avait des kinésiologues, des étudiants, une agente de recherche et des chercheurs qui étaient réunis aussi pour les différentes phases de co-développement de la nouvelle version de Coactif. On a donc co-identifié les besoins dans l'information et en soutien. On a développé et raffiné du matériel éducatif dont Alexia va vous parler dans quelques instants. On leur a présenté différentes itérations de développement de matériel. On leur a demandé de critiquer ce matériel-là, de le tester pour nous retourner sur la table à dessin et l'améliorer dans le but de le mettre en œuvre puis de l'évaluer dans le cadre spécifiquement du programme coactif. Donc, rapidement, ce qui a changé ou ce qui a été adapté ou modifié entre e-actif et coactif, pour ce qui est le volet exercice, donc le programme d'activité physique, on a maintenu un programme 3 fois par semaine, comme on va vous le présenter dans coactif. On a mis en place un système, en tout cas, on essaie de mettre en place un système de référencement qui soit encore plus efficace que ce qu'on avait expérimenté par le passé. Et on a vraiment continué de travailler avec des kinésiologues spécialisés en oncologie. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de faire des petits et de former des kinésiologues spécialisés en oncologie un peu partout à travers le Québec. Pour le volet éducatif, j'en ai pas parlé dans e-actif, mais si vous lisez l'article, ce qu'on démontre, c'est qu'on avait des professionnels qui venaient à la fin des séances d'exercice, donc on avait une nutritionniste, une psychologue qui venait échanger avec les participants sur la séance Zoom pendant 10-15 minutes. Le problème de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que la pérennité de ce type d'intervention-là était très limitée dans le temps et ça faisait en sorte que si un patient manquait une séance pour une raison X, Y, Z dans ses disponibilités, mais il pouvait manquer la nutritionniste qui revenait uniquement 2 semaines plus tard, par exemple. Donc, dans cette perspective-là, puis avec le comité de co-création, on s'est rendu compte de l'importance de développer des contenus qui soient accessibles pour tous et en tout temps, et aussi de développer des contenus sur des formats variés, donc vidéo, matériel écrit, en intégrant des quiz. Donc, tous ces éléments-là, c'est vraiment grâce au retour de nos patients partenaires et de nos proches aidants partenaires qu'on a vraiment pu raffiner le type de contenu, mais aussi le format des contenus qu'on leur livrait et qu'on développait pour eux. C'est également grâce aux patients partenaires et aux proches aidants partenaires qu'on a bonifié les contenus nutrition à leur demande et qu'on a ajouté des contenus sur le sommeil et la motivation. Et c'est aussi suite à leurs conseils qu'on a développé des contenus intégrés pour les patients et pour les proches aidants. Ce qui nous mène au développement de coactif dont va vous parler Alexia, qui inclut à la fois un volet séance d'exercice en virtuel et la plateforme Coactif, qui est une plateforme éducative, toujours dans la perspective d'offrir des ressources aux patients qui reçoivent un diagnostic de cancer, mais également aux proches aidants. Donc, sur ça, Alexia, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais commencer par vous présenter le volet S'activer, qui est la première partie de l'intervention coactif. Donc, c'est vraiment une portion, un volet de l'étude coactive qui est réservé seulement aux patients du CHUM, du CIUS de l'Estrichus et du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de l'étude. Puis, je vais vous reparler un petit peu plus tard du volet S'informer qui, lui, sera accessible à tous. Donc, je veux vraiment qu'on porte attention à cette petite nuance. Donc, l'intervention réservée aux patients CHUM, CHUS et Saguenay.
Donc, pour ce qui est du programme d'exercice, donc vous voyez ici, c'est un programme qui est offert 3 fois par semaine d'une durée de 1 heure. Les séances sont offertes en format de groupe, comme on l'a mentionné avec Isabelle tout à l'heure, et les séances sont supervisées via la collaboration là, des kinésiologues de la Fondation Virage au CHUM. Puis on a aussi tout nouvellement là, une collaboration de l'organisme Cercovi à Sherbrooke. Donc, des kinésiologues qui sont formés en activité physique et cancer pour vraiment offrir le meilleur soutien aux patients dans le cadre des séances d'exercice en groupe qui sont offertes 100% en virtuel via la plateforme Zoom. Donc, ça permet aux patients de vraiment participer aux séances d'exercice à partir de la maison sans avoir à se déplacer là, nulle part pour bouger. Donc, durant les séances d'exercice, on débute toujours avec un échauffement qui va cibler, entre autres, des exercices de mobilité dynamique où on intègre également un exercice spécifique pour la préparation à la chirurgie. Puis ensuite, on va enchaîner avec la portion plus du corps de la séance où on va aller cibler des exercices cardiovasculaires et de renforcement musculaire, pardon. Et on termine la séance d'exercice avec un retour au calme, avec des exercices d'étirement et même de respiration. Donc, c'est vraiment une séance d'entraînement qui est complète, qui rejoint les recommandations en activité physique et cancer qui sont émises là, par l'American College of Sports Medicine. Donc, je n'entrerai pas nécessairement en détail dans le volet exercice, comme je pense que vous avez eu les informations nécessaires pour bien comprendre le programme, mais ce que je veux vraiment porter votre attention aujourd'hui, c'est au volet surtout, le volet s'informer qui, lui, est disponible pour tout le monde. Donc, oui, les participants au projet de recherche vont avoir accès à ce site web, mais c'est vraiment un site web qu'on a voulu rendre disponible à tout le monde, peu importe si les gens participent ou pas au projet de recherche. Donc, c'est une excellente ressource que vous pouvez dès maintenant utiliser dans votre pratique ou encore partager à vos proches. Donc, coactif.ca, c'est le volet, les contenus éducatifs qui ont été développés par et pour les patients et proches aidants. Donc, ce sont des contenus qui sont variés, qui sont disponibles sous format vidéo, des formats écrits. Comme le disait Isabelle tout à l'heure aussi, on a des quiz qui sont disponibles pour que les gens puissent tester leurs connaissances ou leurs apprentissages à travers les différents contenus. Puis, le site web regroupe également plusieurs ressources pour les patients, mais aussi pour les proches aidants de différents contextes. Donc, on va regarder un petit peu en détail, sans aller trop en détail, mais on va regarder ici, vous voyez, on a 18 capsules thématiques qui sont disponibles sur le site web, qui sont regroupées en 5 grandes thématiques, 5 grandes catégories ou modules. Donc, on a le module activité physique, le module nutrition, bien-être, sommeil et motivation. Puis, à travers ces différents modules-là, on vise vraiment à donner des trucs, des astuces, à outiller les patients sur ces différentes thématiques-là, mais également les proches aidants, parce que dans chacune des capsules, on a vraiment voulu intégrer des contenus qui s'adressent autant aux patients qu'aux proches aidants. Donc, voilà. Donc, l'idée, par exemple, avec l'activité physique, bien, on va donner des trucs et astuces pour bouger plus au quotidien. Alors ici, vous avez l'exemple de la page module du site web, là, activité physique, où vous pouvez voir là, qu'on peut facilement trouver la capsule vidéo, la capsule écrite et accéder aux ressources qui sont liées à cette capsule-là. Et facilement, là, on peut venir compléter le quiz qui est disponible. Donc, on a voulu vraiment développer une plateforme web qui est simple, épurée, où c'est facile de s'y retrouver. Puis des échos qu'on a entendus jusqu'à maintenant, c'est ce qui revient le plus, là. Donc, on est très content de pouvoir offrir ces ressources gratuites à la population. Donc ici, je vous présente un exemple des capsules vidéo. Donc, un des commentaires des patients et proches aidants partenaires, c'était de répondre au plus de besoins possibles. Certains aimaient avoir des contenus visuels, d'autres voulaient avoir des contenus vidéo. Donc, on a décidé de vraiment migrer les deux ensemble pour avoir un contenu qui est vraiment professionnel. Donc, on a autant les contenus
écrits ou des images qui vont venir soutenir ce que l'expert va nous dire. Donc, on a vraiment travaillé avec différents experts de différents sites pour développer ces contenus-là. Donc, c'est important pour nous d'identifier les besoins en termes d'information de la part des patients et proches aidants, mais d'aller vraiment chercher les meilleurs autour de nous au Québec là, pour développer ces contenus qui soient alignés avec la littérature. Donc ici, on voit Michel Michel Saint-Jacques qui travaille avec Chelsea Gillis à McGill en nutrition, en préadaptation. Donc voilà, donc on a travaillé avec différents experts que je ne nommerai pas ici, mais Isabelle pourra les remercier à la toute fin. Donc ici, vous avez un exemple des contenus écrits. Donc encore une fois, ce sont des contenus qu'on a voulu rendre facilement accessibles, bien vulgarisés. Donc il y a des images, on a voulu rendre ça agréable à consulter pour les gens qui préfèrent la lecture aux vidéos. Ici, vous avez un exemple de quiz que vous pouvez réaliser là, sur le site web sous chacune des capsules qui est disponible. Donc, lorsque vous faites le quiz, on va vous indiquer si vous avez la bonne réponse ou quelles auraient été les meilleures réponses à donner. Et on a toujours une explication là, qui vous permet de mieux comprendre les réponses. Aussi, je vous parlais des ressources qui sont disponibles. Donc, on a une section ressources sur le site web où on a regroupé plusieurs ressources qui sont déjà existantes. Pour nous, c'est important de ne pas vouloir réinventer la roue parce qu'il y a déjà plusieurs ressources qui existent, mais vraiment de pouvoir rassembler le tout à un même endroit. Donc, par exemple, ici, là, vous avez un exemple des ressources disponibles pour les proches aidants spécifiquement. Donc, je vais entrer en détail un petit peu plus dans le projet de recherche. Je vous ai présenté là, les détails de l'intervention, autant la portion s'activer avec le programme d'exercice disponible pour les patients au CHUM, au CHUS et à Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous ai présenté le volet s'informer qui est disponible pour tout le monde, mais également pour les participants au projet de recherche. Donc, pour ce qui est des objectifs du projet coactif, il faut savoir que c'était vraiment important pour nous de se baser sur la science de la mise en œuvre pour faciliter le transfert de la recherche vers la pratique clinique. On a beaucoup de littérature sur les bienfaits de la préadaptation, de l'activité physique en contexte de cancer, mais très peu d'interventions qui existent sur le terrain. Donc, on a vraiment voulu utiliser Coactif pour faciliter le pont là, entre la pratique clinique et la recherche. Donc, les objectifs de l'étude, d'abord basés sur différents cadres que je n'entrerai pas en détail, mais que je vais quand même prendre le temps de les nommer. Donc, le premier objectif est de documenter les barrières, les facilitateurs et les stratégies d'adaptation qui sont utilisées pour la mise en œuvre. Donc, on se base sur les cadres Séphir et Éric pour documenter le tout à travers les participants et les professionnels de la santé qui sont impliqués. Ensuite, on évalue aussi la mise en œuvre avec le cadre REAIM, où on va s'intéresser à différents indicateurs de portée, d'efficacité, d'adoption, de mise en œuvre et de maintien de l'intervention, vraiment dans le contexte réel de soins. Et puis, en terminant, on va mesurer les effets de l'intervention sur la santé physique, la santé mentale et l'utilisation des services par les patients et les proches aidants. Donc, au niveau de la méthodologie, oui. Donc, comme on le disait, on a 3 sites dans lesquels on met en œuvre Coactif. Donc, Montréal avec le CHUM, Sherbrooke avec le CHUS et l'hôpital de Chicoutimi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, au total, on vise à recruter un échantillon de 100 patients et chaque patient peut participer avec ou sans son proche aidant. Donc, et le proche aidant pourrait également participer seul, mais je vous dirais que jusqu'à maintenant, ce n'est pas arrivé pour le moment. Donc, on pourrait avoir jusqu'à un maximum de 200 personnes participantes dans le projet de recherche. Puis, on a également là, 5 kinésiologues qui sont impliqués dans le projet de recherche, différents professionnels de la santé et gestionnaires, un gestionnaire par site. Donc, au niveau des échelles, là, je dirais qu'on vise à recruter 50 patients du CHUM, 30 à Sherbrooke et 20 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, toujours en fonction des différentes grosseurs des organisations de santé. Donc, au niveau des critères d'éligibilité maintenant, Isabelle en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, pour nous, c'est important que la personne soit âgée de 18 ans et plus, qu'elle ait reçu un diagnostic de cancer et ici, que le diagnostic ait été annoncé.
Donc ici, petite nuance bien importante là, à souligner. La chirurgie pour le cancer doit être dans plus de 2 semaines pour vraiment nous laisser le temps de prendre en charge la personne avant sa chirurgie. Donc, on se rappelle, il faut que la personne participe à quelques séances d'exercice au moins avant sa chirurgie pour voir les effets de l'activité physique. La personne doit être suivie au CHUM, au CHUS ou à l'hôpital de Chicoutimi pour sa chirurgie. Il ne doit pas y avoir de contre-indication à la pratique d'activité physique. Et comme c'est en Zoom, bien, la personne doit pouvoir avoir accès à Internet et à un appareil pour se connecter à Zoom. Les séances sont données seulement en français pour le moment, puis éventuellement, on pourra peut-être voir si on peut élargir plus large, mais pour le moment, seulement en français. Les patients qui reçoivent des traitements néoadjuvants, donc avant la chirurgie, sont exclus parce que, en fait, c'est que leur réponse à l'effort ne sera pas la même, la prescription d'exercice ne sera pas la même. Donc, pour ces raisons, on a décidé d'exclure les patients. Et en fait, ces critères d'éligibilité-là, ils reflètent exactement la pratique clinique avec la Fondation Virage. Donc, ce sont les critères qui sont utilisés là, dans la pratique courante. On a voulu vraiment se coller le plus possible pour être le plus pragmatique possible dans notre approche. Puis, les proches aidants doivent avoir un patient qui est éligible pour pouvoir se joindre à l'étude. Donc, pour l'étude, les patients sont évalués par un kinésiologue et répondent à un questionnaire en ligne avant et après l'intervention, ainsi que 3 mois après leur chirurgie pour faire un suivi. L'intervention est supervisée par les kinésiologues de la Fondation Virage. Donc, c'est simplement ici là, pour vous présenter un peu les grandes lignes du déroulement de l'étude. Puis, on termine avec le 4e temps de mesure à la toute fin avec des entrevues individuelles qui vont être effectuées là, avec les patients, les proches aidants, les professionnels de la santé qui sont impliqués dans le référencement, puis les gestionnaires de chacun des sites pour vraiment avoir un portrait global des barrières facilitateurs. Donc, les implications et retombées qu'on s'attend à voir avec Coactif au niveau de la recherche, bien, c'est surtout pour pouvoir fournir des preuves sur l'efficacité, la faisabilité de mettre en œuvre une intervention innovante comme celle-ci dans un contexte réel de soins et de fournir des connaissances utiles pour éventuellement mettre à l'échelle cette intervention-là à travers le Québec, comme ce n'est pas une intervention là, qui est présentement offerte en dehors de la recherche. Donc, on vise vraiment à pouvoir élargir l'offre de services éventuellement. Puis au niveau clinique, bien, Coactif permet vraiment, dès le diagnostic, de faciliter l'adoption de saines habitudes de vie, de faciliter l'engagement du patient et du proche aidant dans le parcours de soins, puis finalement d'optimiser l'ensemble, on l'espère, là, d'optimiser l'ensemble de l'expérience des soins contre le cancer. Donc, il y a beaucoup d'informations avec Coactif, mais je vous laisse avec Corentin qui va vous présenter le volet Homme-Diversité. Oui, merci Alexia. Donc, effectivement, avant de terminer la présentation, je vais prendre 5 minutes pour discuter brièvement de notre sous-projet coactif Homme-Diversité. Je tiens à dire que c'est un projet qui s'insère dans une perspective d'équité en santé et une volonté de notre laboratoire de vraiment rendre le programme coactif accessible et adapté à différents segments de la population en oncologie. Donc, on sait que le cancer, c'est une expérience qui est multiforme. Selon la personne, il existe différents besoins, différents impacts, différentes particularités de l'expérience et différentes stratégies qui sont utilisées pour aller mieux. Dans Coactif, nous avions vraiment une volonté d'impliquer des hommes patients partenaires dans le processus de co-création. Donc, il y avait des hommes et des femmes dans ce processus-là, qui nous ont vraiment grandement accompagnés dans le développement du contenu, qui a été vraiment une richesse, étant donné que les hommes sont généralement sous-représentés dans les processus participatifs de développement d'intervention en santé. Donc, cela se trouve être particulièrement pertinent puisque nos travaux, la littérature scientifique et la réalité du terrain montrent que les hommes ont une expérience bien particulière du cancer et donc des besoins qui leur sont très spécifiques. Malheureusement, ceux-ci sont également sous-représentés dans les services de soutien, que ce soit les services de soutien psychologique, les programmes d'activité physique, les groupes de soutien et autres. Lors de nos projets antérieurs, nous avions identifié par exemple plusieurs barrières et facilitateurs spécifiques aux hommes en termes d'utilisation des services de soutien, comme par exemple l'adéquation entre leurs besoins et les services, les types de services qui sont offerts, en termes d'inclusivité et d'accessibilité des services,
mais aussi en termes de communication et de promotion des services, donc comment ceux-ci sont communiqués avec quel type de langage, et finalement en termes de normes sociales et perception du genre et de la masculinité. Donc, ceci qui reste quand même une barrière importante au Québec encore dans la recherche d'aide. Et donc, les résultats de nos travaux nous ont permis de développer le contenu coactif avec ces spécificités en tête. Maintenant, on est conscient qu'il existe également des spécificités qui vont au-delà du genre. Donc, il y a plusieurs groupes issus de la diversité qui vivent des réalités très différentes. Par exemple, les personnes immigrantes, les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, les personnes allophones, ou même les jeunes adultes qui sont quand même, qui ont une expérience qu'on connaît un peu moins en cancer. Donc, on sait souvent que les programmes en prévention et promotion vont toucher une certaine partie de la population qui est ciblée. Donc, les personnes qui participent à ce type de programme-là ont un profil particulier qui est souvent plus favorisé. Donc, pour nous, il semblait vraiment essentiel d'entreprendre ce processus d'adaptation du programme coactif pour répondre de manière appropriée aux besoins spécifiques de ces groupes dans le but de faciliter l'inclusion et de réduire les inégalités en santé. Donc, à travers le projet Coactif Hommes Diversité, notre objectif, c'était vraiment d'adapter le programme Coactif aux besoins des hommes de divers groupes et de leurs proches. Les groupes qui, selon nos travaux et la littérature, méritaient une attention particulière étaient les hommes issus de la diversité sexuelle et de genre, de la diversité ethnoculturelle, les jeunes hommes, les hommes qui résident dans des régions rurales ou éloignées des grands centres urbains et donc des centres de cancérologie, mais également les hommes proches aidants pour lesquels on a très peu de données scientifiques. Et donc, pour ce faire, notre approche consiste à animer 5 groupes de travail qui impliquent environ 3-4 hommes de ces différents groupes de la diversité qui se rencontreront de 1 à 3 fois selon les besoins. Donc, j'animerai ces groupes de travail avec un patient partenaire expérimenté qui est impliqué sur différents de nos projets depuis déjà plusieurs années. Donc, il y a une très grande connaissance expérientielle, mais aussi scientifique maintenant. Les groupes se dérouleront en ligne sur Zoom et on va utiliser Miro, qui est un programme de tableau blanc comme celui sur l'image, qui permet de travailler plus collaborativement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce programme-là. En fait, c'est un programme qui permet de travailler ensemble, d'ajouter des post-it, d'ajouter des notes, de réorganiser, de mettre ensemble. Donc, c'est vraiment une approche qui est plus de co-création qui se démarque des approches plus focus group traditionnelles où les participants sont plus des informateurs passifs. Donc, les hommes auront préalablement parcouru le contenu informationnel du programme coactif pour pouvoir formuler des adaptations, des ajouts, des modifications dans le but de mieux répondre à leur réalité et à leurs besoins. Et ces propositions pourraient inclure, par exemple, le langage ou le type de langage qui est utilisé, le type d'information qui est fourni, les thèmes qui sont abordés sur le site coactif, des exemples de stratégies ou tout autre type d'exemple qui colle mieux à leur réalité. Et donc, à travers ce projet, on espère tout d'abord d'un point de vue plus scientifique, de approfondir notre compréhension de l'expérience des hommes et des hommes issus de la diversité dans leur parcours de cancer, en identifiant des activités, des contenus et des approches qui sont plus adaptés à leurs préférences. D'un point de vue plus pratique, pour nous, ça va être d'identifier les ajustements à faire au programme coactif qui pourront être apportés dans une phase subséquente d'adaptation. Puis l'objectif ultime de ce sous-projet-là, c'est vraiment d'augmenter l'accessibilité, la pertinence et la qualité des contenus et de favoriser une meilleure santé et aussi une meilleure équité en santé. Donc, on est actuellement en cours de recrutement. Donc, si jamais il y a des patients dans la salle ou si vous connaissez des patients qui pourraient être intéressés, vous pouvez toujours nous contacter ou les référer à notre programme. Merci beaucoup.
Merci, Ça- Corentin. Donc, ça nous amène à la toute fin de la présentation. Évidemment, on veut remercier toute l'équipe de recherche que vous voyez ici. Donc, Alexia qui coordonne le projet, Florence qui est kinésiologue, qui est très impliquée dans la collecte de données, ainsi que Manon Lebrun qui est une kinésiologue, qui, elle, vient de la Gaspésie. Donc, on a vraiment réussi à aller chercher des partenaires dans différentes régions du Québec. Et on a une solide équipe de kinésiologues, Isabelle Brisson, Guillaume Bastarache, Julia Lambert, qui travaillent tous au CHUM, et Geneviève Aude Gaudreau et Sandrine Kirouac, qui sont à Cercovie, donc dans la région de Sherbrooke. Donc là, encore une fois, on a vraiment essayé et réussi à aller rejoindre des gens à l'extérieur là, de Montréal, parce qu'on sait que c'est un défi très souvent. J'en profite aussi pour remercier tous les co-chercheurs, tous les experts qui ont contribué au développement des contenus, les professionnels de recherche impliqués, puis un merci tout spécial aux patients partenaires puis aux proches aidants partenaires avec qui on collabore maintenant depuis plusieurs années, dont certains ont participé à nos programmes et qui continuent de nous donner des nouvelles régulièrement et même de faire rayonner le programme coactif. Puis en fait, ben merci à nos différents partenaires. Donc, je le disais, le RISIC a contribué à soutenir ce projet-là qui est financé initialement par l'Oncopol, mais différents volets l'ont été financés par d'autres organismes, donc les fonds de recherche en santé du Québec, Inventé, nos organisations partenaires et la Fondation Virage, avec qui on collabore étroitement pour développer ces projets depuis plusieurs années. Donc, c'est notre dernière diapositive. Donc, on vous laisse sur ceci. C'est un code QR qui amène directement au site web de Coactif. Ceci étant, on a voulu faire une adresse très simple, coactif.ca. Donc, c'est facile à retenir. Puis, je vous invite à aller consulter les contenus puis à les partager largement parce que notre seul objectif, c'est qu'ils soient utiles, pertinents pour le plus grand nombre de Québécois ou de Canadiens francophones. Merci. Alors, on vous remercie beaucoup. La présentation fut très intéressante. Alors, on serait maintenant rendu à la période de questions qui va être modérée par Madame Josée Côté. Alors, on vous invite à écrire vos questions dans la fonction questions-réponses au bas de votre écran. Oui, merci beaucoup. Vraiment excellente présentation. Pendant votre présentation, j'ai même parcouru le site qui est vraiment intéressant. J'invite les gens à mettre leurs questions. Je pense que nous en avons une. Moi, j'en ai aussi des questions. Donc, bon, c'est excellent travail, c'est formidable. Est-il prévu de rendre le site web disponible dans différentes langues, en anglais, par exemple? Si on a un financement adéquat pour ça, oui, c'est pas la première fois qu'on nous en parle. Puis je pense que ce serait des contenus qui pourraient relativement être aisément traduits. On pourrait sous-titrer les vidéos de manière assez simple là, aussi pour garder nos experts francophones, mais les sous-titrer. Donc oui, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. On collabore beaucoup avec l'Université de Calgary dans plusieurs de nos projets. Là, on a une étroite collaboration. Donc, nous, on apprend d'eux, on traduit leur contenu, puis eux reprennent de nos contenus qui traduisent aussi. Donc, oui, c'est une volonté qu'on aurait éventuellement. Actuellement, le financement de Coactif ne le permet pas, mais c'est quelque chose qu'on a dans la mire. De la même façon qu'on a le développement de contenu pour certaines populations spécifiques. Donc, des fois, on nous parle des femmes ménopausées, par exemple, ou de certaines problématiques de santé bien spécifiques en lien avec le cancer. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on voudrait éventuellement développer pour des sous-populations ou des sous-groupes spécifiques. Merci. Moi, je me questionnais tout au long. Je me disais, quel type de personnes vous réussissez qui réussit, en fait, que vous recrutez? Je suis partie avec l'idée, est-ce que c'est déjà des gens qui sont très motivés, qui font déjà de l'exercice physique? S'ils en font déjà, est-ce que vous pensez à long terme personnaliser peut-être un peu les séances? Parce que là, c'est comme des séances un peu plus générales. Donc, je me questionne sur le type de personnes que vous attirez. Ça, c'est une super question pour Alexia, fait que je vais lui laisser répondre. Oui, ben en fait, on accueille tout type de personnes, tout type de conditions physiques. Donc, autant des gens qui sont super déconditionnés, qui vont faire des exercices sur chaise, par exemple, ou qui ont des aides à la marche, que des personnes qui sont déjà très familières avec l'activité physique et qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique avec leur nouveau diagnostic de cancer. Donc, je vous dirais que c'est assez large comme éventail de conditions physiques qu'on va accueillir dans le cadre du programme. C'est sûr que plus la personne est déconditionnée, plus elle va pouvoir
avoir une courbe d'amélioration de sa condition physique qui va être grande. Donc, plus les améliorations peuvent être grandes. Cependant, je pense qu'une personne qui est déjà active peut quand même bénéficier largement là, des conseils et des adaptations qu'on va leur proposer là, dans le cadre du programme. Donc, on vise, donc oui, pour l'éventail, mais je veux juste apporter une petite précision au niveau de la personnalisation. Donc, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais en fait, chaque personne reçoit une évaluation de la condition physique avant d'intégrer les groupes, ce qui permet vraiment de venir personnaliser la prescription d'exercices, même si on est dans une structure plus organisée où on a différentes stations d'exercices qui vont cibler des masses musculaires. Par exemple, la première station va être la station où on va cibler les jambes, mais tous les participants ne feront pas le même exercice nécessairement. On va vraiment individualiser la prescription. Donc, par exemple, quelqu'un pourrait faire un lever de chaise et quelqu'un pourrait faire un squat avec une charge. Donc, pour ceux qui sont plus familiers avec les noms des exercices, là, donc on va vraiment s'assurer que chaque participant puisse aller chercher les intensités ciblées dans le cadre du programme. Donc, nos kinésiologues sont formés pour avoir une bonne gestion du groupe avec différents programmes, différents niveaux d'activité physique, de conditions physiques. Puis, ça fonctionne très, très bien jusqu'à maintenant, même si on est en Zoom. Donc, ils sont toujours 2 kinésiologues durant les séances. Donc, ça facilite aussi la gestion du groupe qui est d'au maximum 12 participants pour assurer la sécurité de tous. Puis si je Ben, peux me permettre d'ajouter, j'ai trouvé la question tellement pertinente, Josée, pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'on sait que les professionnels de la santé ont tendance à parler davantage d'activité physique aux gens qui sont actifs. Ça, on le sait très bien. Mais on sait aussi que les programmes de préadaptation dans le monde actuellement visent surtout les personnes qui sont déconditionnées. Et nous, on a fait le choix de ne pas privilégier de population parce que, oui, les gens très déconditionnés vont en bénéficier davantage, mais les personnes qui sont plus actives, en lien avec tous les défis de la santé psychologique, peuvent faire face à une perte de motivation, peut avoir plusieurs autres enjeux pour lesquels l'intervention multimodale vient répondre. Puis, je terminerai juste en disant que c'était un pari quand même risqué, hein, parce que des programmes de préadaptation en groupe virtuel avec une prescription individualisée, à notre connaissance, ça n'avait jamais été fait au monde. Puis avec nos collègues, que ce soit Franco Carli, Daniel Santamina à Toronto, je vous avoue que les premières fois que j'ai proposé cette initiative-là, ils n'étaient pas très, très certains du succès potentiel qu'on pourrait avoir et ça fonctionne. Mais je vous dis que ça prend vraiment des gens très expérimentés, qui sont très solides dans leur offre de programme, puis un soutien très étroit de l'équipe de recherche, puis de l'expertise qu'Alexia a développée là, depuis sa maîtrise maintenant. C'est comme des conditions gagnantes, mais ça fonctionne, puis c'est possible, en fait. ben, c'est emballant, c'est super emballant. J'ai une autre question, dans le fond, d'une personne de l'auditoire. Bon, il y a des patients, là, vous dites avant la chirurgie, mais il y en a qui vont aller pour des greffes. Bon, en fait, c'est pas des fois toujours des chirurgies, mais peut-être la chimio. Il y en a qui ne vont pas faire de chirurgie. Est-ce qu'ils peuvent participer? C'est une des questions que nous avons. Des patients qui sont soit en chimio ou en radio, mais qui ne vont pas faire de chirurgie. Dans le cadre du projet de recherche, il a fallu qu'on fasse des choix. Donc, pour l'étude coactive, l'élément commun à tous les participants patients, c'est vraiment la chirurgie. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une chirurgie pour que les patients puissent participer au volet s'activer de coactif. Cependant, la préadaptation demeure tout de même très pertinente avant de commencer un traitement, avant une greffe, avant chacune des étapes, si on veut, là, du parcours de soins en cancer. Donc, Isabelle, je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu souhaitais ajouter avec ça. Non, non, c'était très bien dit parce qu'il existe des preuves scientifiques. Il y a un article très intéressant là, qui parle justement de l'intervention multiphasique en préadaptation et on peut même intervenir entre les cycles de chimio et tout. Nous, c'est vraiment pour un souci recherche, comme Alexia le dit, qu'il fallait avoir un événement commun à tous pour s'assurer de la comparabilité de nos résultats. Mais c'est tout à fait possible. OK. Donc, une autre question, une question à bombe. Donc, outre les séances de l'activité physique et le matériel d'éducation que vous offrez, quels sont les ingrédients actifs de votre programme qui expliquent peut-être l'augmentation de l'activité physique que vous avez observée? Et donc, y a-t-il des ingrédients actifs? Puis, est-ce que vous avez associé à votre intervention une intervention motivationnelle également, où les gens arrivent peut-être très motivés? Donc, et cette même personne-là, elle vous félicite là, également. Excellente présentation. C'est Julie Hull, qui fait partie du RISIC, là, qui
qui envoie tous ces commentaires. Donc, j'espère que je traduis bien sa pensée. C'est en son écrit. Merci beaucoup. Alexia, est-ce que tu veux répondre? Je peux peut-être tenter une piste Oui. de réponse, puis tu pourras compléter. En fait, au niveau de la motivation, c'est sûr que les kinésiologues, ils sont formés aussi pour avoir une approche qui va favoriser la motivation à travers les différentes séances. Le fait aussi d'avoir un rendez-vous, généralement, les patients vont nous dire que c'est quelque chose qu'ils apprécient parce que ça les motive à être présents. Donc, d'avoir une heure précise à laquelle se connecter, aller rejoindre d'autres personnes également. Donc, tout le soutien social c'est pas nécessairement un ingrédient actif, mais c'est un contexte dans lequel on a voulu mettre l'intervention qui va favoriser la motivation des participants, qu'ils soient déjà actifs ou non, à vraiment être motivés à intégrer l'activité physique dans leur quotidien. Puis, la plupart des participants vont nous dire lorsqu'ils quittent pour leur chirurgie, mais est-ce que c'est encore refaire après? Je vais-tu pouvoir continuer après? Donc, je pense que ce contexte-là est vraiment apprécié là, de la part des patients et proches aidants. Isabelle, je vais te laisser compléter si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Mais ta réponse est excellente. J'ajouterais peut-être juste que dans les contenus sur Coactif, on a vraiment développé des contenus spécifiques sur la motivation. Et ça, c'est très fortement inspiré des travaux de Nicole Kulos-Reed, qui travaille en activité physique et cancer, mais spécialisée dans le changement de comportement à l'Université de Calgary. Donc, on a vraiment voulu intégrer ces contenus-là. Puis la prémisse, c'est que Coactif fournit pendant la période de pré-traitement des interventions 3 fois par semaine. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est outiller les participants pour qu'ils puissent de manière autonome par la suite adopter un mode de vie physiquement actif. Donc, il y a beaucoup de contenus qui sont vraiment dédiés sur la motivation, mais sur l'activité physique dans son quotidien, au-delà des séances d'exercice. Donc, ça, je pense que c'est une composante active qui est très intéressante. Puis, la formation que reçoivent les kinésiologues qui participent à nos programmes, il y a un volet qui est vraiment très important sur justement le changement de comportement puis comment soutenir les patients dans le parcours de cancer au changement de comportement d'activité physique. Puis cette formation-là, elle est actuellement disponible uniquement en anglais, mais moi et Alexia, on est en train d'avoir le plaisir d'enregistrer des heures et des heures de formation. Et normalement, à la fin du printemps, là, elle va être disponible en français également. Donc ça, c'est vraiment un précieux outil là, qui vise à former davantage les kinésiologues pour qu'ils développent une spécialité en cancer et en changement de comportement. OK. Ben, en tout cas, c'est très emballant. Peut-être un dernier commentaire parce que je vois que l'heure avance aussi. Donc, sûrement quelqu'un qui va vous rejoindre parce qu'elle fait partie d'une équipe qui développe aussi un genre de programme pour les patients âgés en attente d'une chirurgie élective de la hanche. Donc, il y a vraiment de l'intérêt peut-être aussi à joindre votre équipe. Peut-être dernière petite question que j'avais eue aussi, parce que là, c'est beaucoup des remerciements, mais est-ce qu'il y a des ergots dans votre équipe aussi? Oui. C'est une bonne question. Je peux commencer, puis Alexia, tu compléteras. Il n'y a pas d'ergo, il n'y a pas de physio dans notre équipe. Ceci étant, on adopte vraiment une perspective d'équipe multidisciplinaire. Donc, l'idée pour nous, c'est de positionner le kinésiologue comme le spécialiste du mouvement dans une intervention en activité physique et cancer, mais pas du tout en opposition avec les ergos ou les physios. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que le kinésiologue a une fonction, mais que les patients, en fonction de leurs besoins, puissent être dirigés vers les professionnels appropriés, que ce soit des physiothérapeutes, des ergothérapeutes ou d'autres professionnels de la santé. Donc, je ne sais pas, Alexia, si tu veux compléter ou ajouter quelque chose. Non, je pense que ça répond bien. Puis si je peux me permettre un petit ajout, souvent dans la prescription d'exercices, quand les patients ont déjà des exercices prescrits par les physios, on va essayer de les intégrer à leur programme pour favoriser l'adhésion à leurs exercices de physiothérapie. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Voilà. Bien, sur ce, moi, je vous remercie infiniment pour cette excellente présentation. Et c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Donc, merci à tous et à toutes d'être parmi nous. Puis, on se retrouve le 26 mars prochain pour notre dernier webinaire, le projet Racontage, mesurer et contrer l'agisme chez les personnes étudiantes en sciences infirmières et en psychologie en les initiant aux interventions de réminiscence. C'est un webinaire qui va être présenté par Mme Maude Dessureau. Vous savez qu'il est toujours possible de vous inscrire à nos activités et à ce webinaire prochain au www.risic.com. Puis, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Et dans le fond, votre webinaire va être mis sur notre site incessamment. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. l'invitation. Merci. Merci. À bientôt. Bye.
Bonne journée.